Ça, c'est les principes. On s'est accordé sur ce principe-là. Monsieur le ministre, au-delà de tout ce qui a été dit ici, j'ai choisi d'axer mon intervention sur, d'abord, le point sur les détentions préventives. Parce que nous savons tous qu'il y a énormément de placements de mandats sous dépôt, de mandats de dépôt, sous mandat de dépôt plutôt, et que sur les 11 576 personnes qui sont dans les liens de la détention, il y a 5 500 personnes qui sont sous mandat de dépôt. Et nous sommes tous aussi convaincus que c'est une arme qu'il faut manier, comme c'est dit dans le jargon, avec délicatesse, responsabilité et fermeté. Nous savons également tous que le mandat de dépôt doit être motivé par 4 éléments. Le manque de garantie de représentativité, la préservation de l'ordre public, le passé pénal, la nécessité de la préservation des indices et des éléments de preuve. Si on analyse, je prendrai juste quelques cas que je vais analyser à l'aune de ces éléments qui peuvent servir de motivation. Je parlerai du cas de Pape Alé Niang, du cas de Papito Kara, du cas de Othman Diagne, de Cheikh Omar Diagne, de Abdou Karim Gueye. Et ça me permet également d'embrayer sur les durées des détentions préventives. Il est bon de noter donc que au moment où on n'a pas encore établi la responsabilité pénale, au moment où les caractéristiques de ce pourquoi une personne est en détention ne sont pas précises et claires, alors même qu'il porte le manteau frappé du sceau de la présomption d'innocence, pourquoi on le garderait? Et je constate que les statistiques sur ces 5000 personnes en détention préventive, les statistiques ne sont pas précises au point de nous dire ce qui leur est reproché et qui justifie qu'ils soient placés en mandat de dépôt, parce que ça nous aurait permis d'avoir une discussion bien profonde sur la nécessité de la détention préventive. Serait-ce pour vol ou recel, détention, usage de chanvre indien, trafic de drogue, détournement de deniers publics, cause de blessures volontaires, escroquerie, abus de confiance, faux, usage de faux, viol, attentat à la pudeur, etc., infanticide, etc., etc., etc. Ces éléments de statistiques nous permettent de poser un véritable débat sur l'utilité. Parce qu'après, ce qui vient, on nous dit, c'est la question du temps, le délai raisonnable. Vous conviendrez avec moi également qu'on peut avoir un débat largement philosophique sur le délai raisonnable qui échappe à l'effet de toute conceptualisation. Je ne fais que ici reprendre Pape Hassan Touré. Il dit, ça on en convient tous, si la liberté est le principe, la détention est l'exception. Et on a l'impression que quand l'officier de police judiciaire entend une personne, il charge le dossier par rapport à un officier de police judiciaire. Il vise une infraction, une qualification et vise les dispositions du code pénal. Mais quand on se retrouve chez le procureur, on a l'impression que c'est une autre personne, d'autres faits qui sont qualifiés. Et je disais avant-hier que quand vous allez chez le procureur, on a l'impression également que c'est l'histoire du loup contre l'agneau qui disait qui vient perturber mon brevoir, mon eau, si ce n'est pas toi, c'est un des tiens. Il met tellement de dispositions que si tu échappes aux 29 infractions qui vous ont échappé, à la 29e et demie, vous serez pris par quelque chose. C'est l'impression que nous avons. Et fondamentalement, nous devons poser ce débat-là. Et j'avais également posé le débat sur, monsieur le ministre, sur les conséquences de cette situation-là, la réputation. Au moment où, à ce stade de la procédure, aucune déclaration de culpabilité n'est encore intervenue. L'intéressé bénéficie de la présomption d'innocence. On garde 5000 personnes en détention préventive. Alors, je veux juste poser la question, quand le principe de la présomption d'innocence et de la détention préventive sont en contradiction, lequel doit primer? J'avais posé en commission le débat sur les indemnisations. Je reviens dessus, pour juste poser encore quelques questions pour avoir plus de précision. Parce que dans votre réponse, il existe une commission d'indemnisation qui est logée à la Cour suprême, qui alloue des montants payés sur les frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de simple police. Je voudrais juste poser des questions. L'instruction ou la procédure d'indemnisation est-elle activée d'office
ou doit-elle se faire sur la demande de celui qui a été victime de la justice? En ce dernier cas, qui informe la victime de la possibilité qu'il a de se faire indemniser? Quelles preuves il fournit pour permettre une évaluation juste de l'indemnisation? Dispose-t-il d'un droit de pouvoir contester un niveau d'indemnisation sur lequel il ne serait pas d'accord? Existe-t-il un délai de prescription qui éteint la possibilité d'indemnisation? Considérez-vous suffisant pour répondre à des indemnisations justes les montants qui sont payés au niveau de ces frais, des frais de justice? Monsieur le ministre, notre collègue Barthélémy Diaz a parlé de l'administration pénitentiaire. Nous avons parmi vos équipes, le général Bokandé. Je voudrais dire ici, nous les avons croisés parce que nous sommes allés dormir à la Belle Étoile de la prison. Nous avons rencontré ces fonctionnaires de l'administration. Dans toutes nos administrations, dans tous les services, nous rencontrons ce que nous pourrons appeler de brebis galeuses. Mais fondamentalement, c'est des fonctionnaires, travailleurs, respectueux de le travail et des horaires de travail. Et il a bien dit, ces prisonniers en tenue de soldats, qui dorment avec les prisonniers en tenue de prisonniers. Il est bon qu'on revisite leurs conditions, leur statut, leur rémunération, leur gradation, l'évolution de leur carrière. Je voudrais parler également, Monsieur le ministre des Finances, des activités privées, donc de commerce, boulangerie, pénilé, etc., etc. Naturellement, ma déformation professionnelle m'amène à en parler. Quelles sont les conséquences? Ils sont exonérés d'impôts sur les sociétés, d'impôts sur le revenu. Quel régime juridique d'organisation ils ont adopté? Quelles conclusions on en tire? Parce que, fondamentalement, quand on réalise un bénéfice, dans le principe, il y a un impôt à payer. Quelles conclusions on en tire? Monsieur le ministre, je voudrais revenir pour dire, nous sommes dans un pays où nous tous, nous respectons ceux-là qui nous permettent de dormir paisiblement la nuit. Ceux-là qui assurent notre sécurité. Mais je pose la question, si ceux-là qui assurent notre sécurité ne sont plus en sécurité dans ce qu'ils font, devons-nous désormais nous sentir en sécurité? Je parle effectivement, comme on en a parlé, du cas de Didier Badji, du cas de Fulbert Sambou. Et nous attendions, j'espérais personnellement, une réaction précise, claire et manifeste de ceux pour qui ils ont prêté serment, de ceux pour qui ils ont été loyaux. Je n'ai pas encore le sentiment d'avoir entendu le sentiment que j'éprouve auprès de leurs serviteurs, auprès de ceux qu'ils ont servis. Alors, je reviendrai aux lois antiterroristes. Je disais au ministre de l'Intérieur, il nous a annoncé l'entrée dans la pénétration par nos frontières, le forcing au niveau de nos frontières de forces occultes. 2 ans après, je ne les vois pas encore courir dans Dakar. On souhaite qu'ils ne courent pas dans nos rues. On souhaite vraiment qu'ils ne courent pas dans nos rues. Et ceux qu'on a pris pour en faire des terroristes, je répète encore, c'est Mamadou Seck qui a été mon agent pendant 2 ans. C'est Ousmane Seck qui est un éleveur d'abeilles. C'est Amidia. Monsieur le ministre, je pense qu'il y a une réflexion à mener à ce niveau-là. Parce qu'il y a fortement à craindre, et Human Rights Watch l'a dit, comme notre collègue tout à l'heure, Cheikh Alioubey l'a dit, il est bon de renforcer la lutte contre le terrorisme, parce que nous avons tous besoin de dormir tranquillement. Mais cela ne doit pas se faire sur l'assassinat précis et ciblé de la démocratie dans ce pays-ci, parce qu'elle est la sève nourricière de notre commun vivre ensemble. C'est l'occasion pour moi de dire aucune violence, d'où qu'elle vienne, qu'elle soit une violence morale sur la religion, qu'elle soit une violence physique sur les personnes, n'est acceptable. Elle est fondamentalement à bannir. Aucune violence, de quelque bord que cela vienne, n'est admissible dans ce pays-là si on veut aussi nous continuer à donner, à être le ferment de la solidarité, le ferment d'une démocratie qui vit. Merci beaucoup. Merci. La parole est à notre collègue